Salam alaikum, marhaba bikoum, Azoul, welcome. Bienvenue à toutes et à tous à cette troisième édition d'Agile Algéria. Nous sommes très heureux et très enchantés, moi-même Farida Melouk et Ilyes Bey, d'être vos modérateurs pour cette session. Agile Algéria est, comme indiqué en ouverture, un collectif d'Algériens en Algérie et en Europe, tous bénévoles et passionnés d'Algérie et d'agilité. Notre mission est de promouvoir la culture agile en Algérie. Nous souhaitons faire de cet événement Agile Algéria un rendez-vous incontournable au service des entreprises et réalités algériennes. Et nous le faisons notamment au travers de 3 valeurs que nous partageons tous au sein de ce collectif, qui est la valeur de partage, d'ouverture et d'adaptation. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Une conférence ne serait rien sans ses sponsors. Donc, nous tenons à remercier nos 4 sponsors, AFI Solutions, Fariance, Amen Partner et Nitro. Merci pour votre soutien. Et nous tenons également à remercier KD Concept et Cisco en tant que partenaires, et sans qui il serait difficile de réaliser cette conférence. En ce qui concerne nos speakers, nous avons le plaisir d'accueillir Ayoub Zamouchi et Riyad Krim, qui sont tous les deux Engineering Managers chez Yassir. Ils vont nous partager leur retour d'expérience concernant les challenges et succès de l'agilité chez Yassir. La parole est à vous, messieurs. Merci et belle conférence. Bonjour tout le monde. Je me présente, donc c'est Ayoub Zarmouchi. J'ai intégré Yassir en 2018 et depuis là, donc j'ai intégré en tant que développeur mobile. Et depuis, j'ai grandi au niveau de l'entreprise. Là, aujourd'hui, je suis engineering manager chez Yassir et espérons qu'on aura une bonne conférence. Bonjour tout le monde, bonjour Farida. Je me présente donc Riyad Krim, Engineering Manager chez Yassir. J'ai commencé il y a près de 8 mois, en avril, donc j'ai une expérience de plus de dizaine d'années en software craftsmanship. Et voilà. Avant de commencer, Farida, je voulais juste en profiter pour te féliciter pour la tenue d'Agile Algeria que je trouve être une excellente initiative d'abord pour le pays et pour tous les amoureux de l'agilité. Voilà, donc je voulais te féliciter pour cette conférence. Et je voulais aussi te remercier pour l'invitation qui nous donne aujourd'hui une opportunité de parler d'Yassir, de son actualité et de donner un retour d'expérience sur la transformation qu'on a entamée cette année. Voilà, donc merci beaucoup. Je tenais juste à préciser que Agile Algéria, c'est un collectif. Je te remercie effectivement, j'ai été votre point d'entrée et ces remerciements vont bien sûr à l'ensemble des membres du collectif. Merci Yassir au travers de Riyad. Merci. Alors du coup, pour parler de Yassir, donc Yassir est une société, une start-up qui a été créée en 2017, axée sur la création de solutions technologiques innovantes et avec une vision qui est de faciliter la vie, de faciliter le quotidien des Algériens d'abord, parce que Yassir est né en Algérie, et aujourd'hui à tous ses utilisateurs à travers le continent africain. Donc on a pour mission aujourd'hui de fournir à nos utilisateurs les services essentiels en profitant de la technologie et de notre réseau de partenaires. On a, au vu du succès que connaît Yassir auprès de ses utilisateurs, la société veut aujourd'hui aller plus vite et plus loin en apportant déjà en améliorant les solutions existantes et en offrant de nouveaux services à nos utilisateurs. Et pour ça, nous avons récemment réussi une levée de fonds de 150 millions qui place d'ailleurs la société comme l'une des plus valorisées dans le MENA, donc Middle East, North Africa. Nord, Nord-Afrique et Moyen-Orient. Et voilà. Hop. Je te laisse la parole, Ayoub, pour commencer à parler de Ouais, notre transformation. ouais. Donc, bon, avant d'en parler de comment cette transformation s'est procédée, il faut comprendre pourquoi Yassir a voulu aborder cette transformation. Alors, donc, il y a 4 points principaux pourquoi on a voulu entamer cette transformation.
Le premier, c'est la croissance, parce que là, comme Riyad venait d'expliquer, Yassir a commencé en Algérie en 2017. On était une vingtaine de personnes. On a réussi à grandir. Mais là, quand on passe d'une vingtaine à une centaine ou plus, jusqu'à 200 personnes, tous les processus qu'on avait pour ce nombre réduit de personnes n'allaient pas tenir forcément quand on va grandir. Du coup, il fallait qu'on se réinvente et qu'on trouve le meilleur moyen pour nous pour maintenir ce rythme d'avancement. Aussi, le business sur lequel on agit, ça change rapidement, que ce soit les priorités du business ou la façon comment on doit résoudre les problèmes de nos utilisateurs. Ça change d'un jour à un autre. Donc, du coup, il nous fallait un moyen pour qu'on peut cohabiter avec ce changement. Et en plus, pour mieux répondre aux ambitions de notre entreprise. Donc là, ce qu'on avait comme souci principal, c'était le fait qu'on n'arrivait pas à livrer rapidement comme le business le veut, le fait d'être très, très, très réactif sur le marché. Du coup, là, comme c'est illustré dans l'image, on voulait passer avant l'IA. Donc, on voulait passer de ce gros bateau à des speedboats. Donc, en fait, on voulait passer de cette structure qui était beaucoup plus rigide et difficile à manœuvrer à des speedboats où là, c'est plus agile, c'est plus facile de manœuvrer avec et c'est plus facile de s'adapter à tout ce qu'on va rencontrer. Donc là, sur le slide suivant, on peut avoir là une idée comment c'était Yassir avant qu'on entame cette transformation. Donc, on a tous les demandes qui venaient du business en termes de nouvelles fonctionnalités, en termes de requirements qu'on doit répondre. Donc là, ça venait du côté business. Il y avait 3 structures principales qui étaient beaucoup plus produit, design et engineering. Donc ça vient côté business, on en parle, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut lancer, voilà où on veut aller. Donc là, le produit assimile ses besoins et tout. Et il commence à travailler donc de son côté dans sa propre bulle pour rédiger tout ce des specs, comme on dit, pour les autres départements. Après, du produit, on part au design et du design, on part au engineering, à l'implémentation. Et comme on voit là, le flux de livraison n'était pas genre direct. Il y avait différentes routes par lesquelles le flux peut passer et la synchronisation n'était pas très, très, très facile. Donc là, ce qu'on avait comme problème majeur avec cette structure, c'était le manque de visibilité. On ne savait pas quand est-ce qu'on a une fonctionnalité qui a été exprimée par le business, quand est-ce qu'elle arrive en production, où elle est chez le produit, où elle est chez le design, où elle est chez l'engineering. Donc, on n'avait pas vraiment cette visibilité. Comme vous voyez, chaque équipe travaille dans sa propre bulle. Donc, tu as le product qui fait ses specs. Après, ça passe chez le design fait du UX et tout. Après, ils se rendent compte, voilà, il parle au produit, vous avez oublié ça, ça et ça. On réadapte. Après, on passe chez l'engineering. L'engineering va évoquer d'autres soucis qui n'ont pas peut-être été soulevés plus tôt. Donc, on se retrouve déjà, on a consommé déjà du temps. Du coup, il fallait corriger du mieux qu'on peut. Mais le résultat qu'on avait à la fin, c'était parfois un résultat qui répondait pas forcément au business et peut-être le besoin a été dévié au cours de la chaîne, juste parce que chaque équipe travaillait dans sa propre bulle. Voilà, et on passait beaucoup de temps pour partir de la partie product à la partie production. Et c'est ce qui compte réellement, c'est le fait d'avoir des logiciels en production chez les utilisateurs pour dire qu'on progresse réellement. Donc voilà, c'était ça les contraintes majeures qu'on avait sur cette structure. Suivant, regarde. Ok. Alors du coup, avant de commencer à parler de notre transformation, on va parler un peu de l'agilité. Répondre à une question simple, sommes-nous agiles si on applique les bases, les fondements de l'agilité?
Alors, pour revenir aux fondamentaux, donc là, j'ai mis les 4 fondamentaux que l'on retrouve sur l'Agile Manifesto. Euh, ils sont, ils sont très orientés humains et ensuite valeur produit. Et du coup, on peut voir du coup, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Alors, ces fondamentaux sont connus et pourquoi je les ai mis ici, c'est parce que ça peut être un point déjà d'échec de l'adoption d'une transformation agile. Parce que d'expérience, ce qu'on a remarqué, c'est que quelque chose d'assez primordial était oublié. Ce que dit le Agile Manifesto, c'est que on reconnaît la valeur des seconds éléments, mais on privilégie les premiers. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les seconds éléments sont souvent omis, voire inexistants. Par exemple, ici, si je prends les process et les outils, parfois en disant: «Ah, on est agile, on va, nous, on communique, entre nous, on est agile», mais on n'a pas forcément de process et ça permet au final, par exemple, si un process de mise en production n'est pas connu, ça va créer soit des problèmes en production, soit des problèmes de communication ou des pertes de temps de communication. Idem pour la documentation, par exemple. Si on n'a pas de documentation et qu'on a un bug en production et qu'on doit débugger très rapidement, bah, il faut accéder à de la documentation parfois, ou ne serait-ce que pour le partage de la connaissance entre nouveaux arrivants ou dans une équipe. Ça peut être bah, c'est quelque chose de fondamental. Si je prends par exemple le dernier point qui est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan, euh, on se rend compte très vite que si on n'a que la partie adaptation au changement, on est plus dans de l'agitation plutôt que dans l'agilité. Voilà, et du coup, en gardant à l'esprit ces 4 fondamentaux et en prenant tous les points, on a commencé du coup à réfléchir à une transformation agile. Et du coup, on a une formule secrète on a pu établir une formule secrète chez Assir, donc avec plusieurs points et pour chaque point, on a utilisé la même méthodologie qui est, en 3 étapes. Donc écouter, expérimenter et apprendre, pour, justement, avoir, un cercle continu de progression. Et donc, cette formule secrète, c'est quoi? Donc, dans un premier temps, ce sera bâtir une culture de confiance et de collaboration. Donc là, je vais juste lister les points de cette formule. Ensuite, on entrera dans les détails plus tard. Donc, en deuxième point, c'est former et accompagner les personnes, mettre en place les bons process de livraison, organiser les équipes pour une livraison plus rapide, adopter les outils nécessaires, mesurer le progrès et enfin célébrer les réussites. Et du coup, pour la suite, je te laisse reprendre la main, Ayoub. Ok, donc pour la première, donc c'était bâtir une culture de confiance et de collaboration. Donc le plus important, c'est qu'il faut comprendre, c'est que il y avait déjà des process chez SIL. C'était pas les process les plus optimales, mais il fallait, avant d'entamer ce changement, il fallait écouter les gens, genre les écouter, écouter ce qu'ils ont à dire, les soucis qu'ils rencontraient. Peut-être que l'agilité, c'était pas vraiment le premier souci qu'il fallait attaquer. Donc, il fallait vraiment faire parler les gens, les faire sentir à l'aise. Donc, on est là juste pour comprendre et voir qu'est-ce qu'on a comme souci. Tu peux développer le reste, s'il te plaît, Ria. Donc voilà, donc c'était mettre les personnes à l'aise et essayer d'acquérir surtout leur confiance. Parce que si on n'est pas à l'aise, on peut pas se dire les choses correctement. Donc si on a peur d'être jugé ou blâmé, on peut pas dire où sont les défauts et pourquoi on est en train de souffrir. Donc ça, c'était vraiment très important au début, d'avoir cette confiance de tout le monde et que tout le monde que tout le monde comprend qu'on est là juste pour améliorer les choses et non pas pour
blâmer les gens. Et aussi, il fallait faire comprendre que cette transformation, ce qu'on va aborder là, comme ça peut marcher et on peut réussir et on peut arriver où on veut arriver, comme ça peut échouer. Donc, il n'y a pas une formule prouvée qui dit voilà, donc c'est assuré qu'on va réussir. Les circonstances changent d'une entreprise à une autre. On a essayé de voir ce que les autres entreprises le font, ceux qui sont bien réussis dans notre domaine, et on essaie d'appliquer ça à notre façon, du mieux qu'on peut. Et comme ça peut passer, comme ça peut échouer. Donc, il fallait faire tout le monde sur la même page pour après, on pouvait avancer sur les autres étapes. Donc, une fois qu'on a acquis cette confiance, on a créé cette culture de collaboration, il fallait passer à la prochaine étape, qui est la formation et l'accompagnement des personnes. Donc, avant d'entamer tout ce qui est process agile et tout, il fallait bien s'assurer que tout le monde a ce mindset agile. Parce que sans ce mindset agile, on ne peut pas comprendre pourquoi on est en train de faire ça et quelles sont les raisons pourquoi on est en train de faire ça, pourquoi d'autres entreprises ont abordé ça. Du coup, on s'est investi sur des formations pour nos collaborateurs qui étaient beaucoup plus orientées sur les bases de l'agilité, le Scrum Manifesto comme Riyad me le montrait et tout. Donc, c'était vraiment des formations très bénéfiques. En plus, ça ciblait tout le monde. Donc, Riyad, tu peux développer. Ça ciblait tout le monde. Il fallait qu'on s'assure que du manager au développeur, au designer, au produit, tout le monde, il fallait qu'il fasse ces informations et qu'il comprend pourquoi on est en train de faire ce changement. Parce que ça ne peut pas marcher avec une seule structure. Il fallait que tout le monde s'y met. Du coup, il fallait former tout le monde. En plus, voilà, donc c'est un moyen très efficace pour connaître les bases, pour introduire tout le monde à ça. Donc, une fois qu'on a ces formations, on a formé notre personnel, il fallait choisir une méthode sur laquelle on veut travailler. Tu peux développer React. Donc, on a adopté Scrum. Donc, pourquoi on a adopté Scrum? Bah, c'est la méthode la plus connue par tout le monde. Donc, si on parlait d'agilité chez YesYen, on disait qu'est-ce que vous connaissez de l'agilité et tout. Il y a le mot Scrum qui revenait souvent. C'est une méthode qui est déjà connue par tout le monde qui est dans le domaine de software engineering. On connaît cette méthode, on entend parler. On a essayé de l'appliquer parfois dans chacun dans son domaine. Du coup, c'était un truc familier pour tout le monde et c'était très facile de construire sur ce qu'on a comme connaissance et de continuer. Les rôles nécessaires, on les avait déjà. Donc, comme j'ai montré déjà, on avait déjà la structure produit, on avait déjà la structure engineering. Le rôle du Scrum Master, on a décidé que ça va être joué par tout le monde. Donc, il y a les managers qui peuvent jouer le Scrum Master. Les équipes eux-mêmes peuvent faire en sorte que le Scrum Master tourne entre eux. Après, le support, comme je disais, c'est facile aussi d'avoir du support en Algérie. Donc là, aujourd'hui en Algérie, il y a plein de personnes ou d'entreprises qui offrent des formations en agilité. On en a profité, nous, chez YesYen, et c'était vraiment très, très bénéfique. Voilà. Après, comment on a abordé comment on a adopté Scrum? Donc, il fallait aligner tout le monde déjà. Donc, comme je disais, il fallait que tout le monde adopte les méthodes. On ne pouvait pas se permettre qu'une équipe l'adopte et une équipe ne l'adopte pas. Donc, on s'est aligné sur les dates de début et de fin pour que tout le monde, toute la boîte fonctionne sur le même rythme. Alignement sur les cérémonies qu'on doit mettre en place, les daily, les rétros, les plannings, les refinement sessions et tout. Donc, c'est bien spécifié, c'est bien planifié dans le calendrier, comme ça tout le monde s'y met. L'adoption était graduelle, enfin c'était général, mais c'était graduel parce que chaque équipe avait ses contraintes et chaque équipe n'avait pas le même niveau de maturité en termes d'agilité. Du coup, le niveau d'adaptation est différent d'une équipe à une autre, donc il fallait prendre ça en considération. On a fixé un objectif commun aussi. On s'est dit qu'on va commencer l'adoption aujourd'hui. D'ici 3 mois, on va faire une réévaluation et on verra où on est. Du coup, tout le monde savait que
il fallait faire quelque chose dans les prochains 3 mois. Tout le monde avait un objectif bien clair et commun, qu'on doit adopter cette agilité. On se fixait pas comme objectif d'être parfait après la fin de ces 3 mois, mais au moins on a commencé et on verra comment ça se passe. Et le point qui était très important aussi, c'est de partager l'expérience entre les équipes. Donc, on a des réunions hebdomadaires au niveau d'entreprise, euh, produits entre engineering manager, entre développeurs, où on se partage l'expérience. On se dit, voilà ce qu'on a essayé, voilà qui a marché. On a essayé d'appliquer ces cérémonies, mais on a rencontré ces challenges-là. Voilà, on a essayé par exemple d'estimer en story point, mais on ne sait pas vraiment comment trouver notre vélocité ou un truc comme ça. Donc, il y avait ces échanges-là qui étaient bénéfiques pour tout le monde. Parfois, certaines équipes arrivaient à avoir des idées plus rapides, du coup, on les partage avec les autres. C'était vraiment très bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième, il fallait restructurer les équipes. Donc, on a dit les formations. Après, là, on a voulu adopter Scrum. Mais pour basculer vers les speedboats qu'on a montré au début, il fallait refaire une restructuration de nos équipes. Au lieu d'avoir chaque département dans sa propre bulle qui travaille de façon isolée des autres, ce qu'on a fait, on a créé on a réorganisé déjà par domaine. Du coup, puisque Yassir aujourd'hui, elle est présente sur différents domaines, on a mobilité pour tout ce qui est lié au VTC, Express pour tout ce qui est lié aux livraisons de food et shared services. Il y a aussi Incubator. Donc, on a divisé déjà sur ces 4 domaines. Dans chaque domaine, on a des squads. Quand on dit des squads, c'est une équipe qui est autonome et qui a les différents rôles. Donc, on a le produit, on a le design qui est dedans, on a le QA, on a le engineering et on a le engineering manager. Donc, toute cette équipe, elle est ensemble. Donc, on a pris chacun de chaque département et ils sont responsables de fournir la fonctionnalité de A à Z. Donc, on n'est plus dans cette structure de produit, design et engineering, mais plutôt on donne le travail à une squad, elle s'en occupe et elle le livre en production. Et aussi pour garder la connaissance des technologies. Donc, il y a ce qu'on appelle les guildes. Par exemple, là, sur ce qu'on voit horizontalement, on peut avoir des guildes back-end, des guildes design, des guildes mobiles, là où les gens se rencontrent et essaient de partager, de garder ce partage de connaissances et aussi établir les standards sur lesquels on doit respecter au niveau de tous nos produits. Voilà. Donc, Riyad va donner plus de détails sur les guildes. Alors, oui, alors du coup, je vais parler Les squads, pardon. je vais parler des squads. Alors, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui les squads popularisés par le modèle Spotify, enfin, que ce soit les squads, les guilds, les chapters ou, enfin, cette organisation-là. Donc là, le plus important, c'est vraiment aujourd'hui, c'est les squads à la sauce Yassir. C'est le plus important car on ne veut pas juste appliquer un modèle déjà existant, mais il faut absolument l'adapter à notre propre contexte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande de faire à toute société, c'est-à-dire que chaque modèle a été fait pour un contexte particulier. Donc, on peut bien sûr s'en inspirer et ça permet d'aller plus vite. Mais derrière, il faut absolument l'adapter à un contexte particulier de l'entreprise. Du coup, pourquoi cette sauce Yassir, un framework à la sauce algérienne? Donc, sauce, c'est size, scope, audience, cross-functional et empowered. Donc, size, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est réduire la taille des équipes pour qu'elles soient plus performantes, pour qu'elles communiquent mieux. Donc, il me semble qu'on veut atteindre une taille aujourd'hui de 12 personnes par équipe et aller au-delà ensuite pour réduire encore à 8 personnes, 8-9 personnes. Un scope, c'est voilà, de donner un périmètre et un champ d'action clair et défini pour l'équipe. L'audience, permettre à chaque équipe de connaître ses clients. Par exemple, on a, heu, on a une squad qui va s'occuper, qui va s'occuper
de l'acquisition et du onboarding. Donc, on sait que cette squad-là va avoir tous nos utilisateurs parce que tout le monde va passer par cette étape-là. Mais par contre, une squad qui serait plus orientée vers le booking, vers la réservation de courses, à ce moment-là, comment dire, cette squad devra connaître par exemple les personas qui vont utiliser ce parcours-là pour essayer toujours d'améliorer le flow d'après le type d'utilisateur qu'on a. Cross-functional, c'est faire en sorte que pour développer une fonctionnalité, que toutes les compétences soient disponibles au sein même de cette équipe. Voilà, pour ne pas dépendre de quelqu'un d'une autre équipe pour pouvoir fournir une fonctionnalité jusqu'en production. Voilà. Et donc l'autonomie, faire en sorte que cette squad-là puisse s'organiser un peu comme une micro-startup au sein de la startup ISIR, voilà, qu'elle puisse prendre des décisions par rapport à son champ fonctionnel. Donc voilà, c'est un peu le framework qu'on essaye de bâtir. Alors, je dis bien qu'on essaye parce que c'est les débuts. On sait déjà qu'il va y avoir plusieurs améliorations derrière. Et voilà, donc on verra comment ça sera appliqué plus tard. Alors ensuite, adopter les outils nécessaires. Alors pour les outils, ce qu'on a voulu faire, alors déjà dans la partie product développement, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Pour les questions, on va avoir une session de questions-réponses à la fin de la présentation et on répondra à toutes vos questions, bien sûr, à ce moment-là. Du coup, oui, je parlais du product development. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une seule source de vérité pour tout ce qui est product development. Et cette source-là va être Jira pour nous. Alors, j'ai pas mis Atlassian parce on voulait se concentrer uniquement sur la partie backlog. Et pourquoi on a choisi Jira? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, on est dans des phases, on va avoir énormément de phases d'expérimentation, donc peut-être d'expérimentation d'outils. Et pour ne pas avoir à changer à chaque fois notre logiciel de backlog, il fallait qu'on s'assure, par exemple, d'avoir un outil qui puisse s'intégrer avec pas mal d'autres outils, justement, comme ici Craft qu'on utilise pour la partie spécification produit. Figma pour tout ce qui est design et GitHub aujourd'hui, c'est pour la partie code source du projet. Bien sûr, il y a alors par exemple pour GitHub, on peut utiliser GitLab. Nous, on a utilisé GitHub parce qu'on a des, euh, des pipelines qu'on utilise grâce à GitHub. Pour la partie communication, donc on utilise Slack en interne comme messagerie instantanée ou plutôt messagerie asynchrone. Café, ça sera pour indiquer aux autres collaborateurs si on va au bureau tout simplement ou si on reste chez soi pour travailler et pour faire du télétravail. Ça permet du coup si on voit qu'on a certains collègues qui partent au bureau, d'y aller aussi et d'essayer d'avoir des moments tous ensemble. Notion, c'est notre outil de documentation interne et du coup, il y avait un choix aussi à faire par rapport aux autres outils proposés par Atlassian qui sont Confluence. Donc on a pris le parti d'aller sur Notion qui était déjà utilisé par d'autres services que l'engineering, que le product development. Et voilà, ça permet d'unifier, encore une fois, ça sera notre seule source de documentation au sein de la société. Ça évite par exemple, alors pourquoi Notion et pas d'autres, on a aussi Google Workspace, donc on peut avoir du Excel ou du spreadsheet ou du Word ou des slides, mais il y a une problématique d'accessibilité à la documentation, d'accessibilité à l'information, et il est plus simple d'utiliser, qui est plus simple comment dire, à manager depuis Notion. Alors, mesurer le progrès. Alors pour mesurer le progrès, on utilise un outil qui est les OKR, Objective Key Result, qui est donc un outil de management par objectif, comme il en existe d'autres. Celui-là va porter. Alors déjà, pourquoi on l'utilise? Maintenant qu'on a ces squads qui sont autonomes, on aimerait bien
Déjà, si elles sont autonomes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et du coup, on voudrait qu'elles soient alignées avec la vision de l'entreprise, avec les objectifs de l'entreprise. Et ça va nous permettre aussi d'avoir un focus et un engagement de la part de cette équipe-là. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, objectif key result, les objectifs c'est ce qui va donner une direction à l'équipe. Et les key results, ça va être des étapes clés qui sont mesurables, qui vont permettre l'atteinte de cet objectif-là. La définition des objectifs se fait en bidirectionnel, c'est-à-dire que du sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire du CEO vers toutes les équipes et des équipes en remontant. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise définit une vision. Depuis cette vision-là, les équipes, donc une vision qui peut être aussi un objectif à très long terme, sur un an, voire plus. Et depuis cette vision-là, les équipes vont se réunir et définir leur propre OKR en rapport du coup avec cette vision. Et ces OKR-là vont ensuite être remontés et du coup challengés par le top management. Et on va justement s'aligner pour un trimestre. Ce qui est sur les OKR, là, c'est des objectifs qu'on se fixe sur un trimestre et on sait comment les mesurer grâce au key result. Voilà, donc c'est un moyen d'alignement. Et du coup, alors ce qui est recommandé pour les OKR, c'est de ne pas dépasser 7 objectifs et 5 key results par objectif. Nous, chez Yassir, justement pour avoir ce focus encore plus présent, on a décidé de réduire le nombre d'objectifs maximum à 5. Voilà, donc pour le suivi du coup pour mesurer le progrès, donc on va faire des réunions mensuelles pour justement suivre les progrès à l'échelle de l'entreprise, parce qu'on peut suivre effectivement la progression aussi à l'échelle de l'équipe. Et là, je pense que c'est plus court comme délai. Donc voilà et du coup, dans les OKR, on a aussi une fin de quarter où on va justement essayer de faire une rétrospective. Bon, il y a pas mal de sessions qui sont liées aux OKR, donc rétrospective, une review pour juger de l'outcome de ce qu'on a pu faire pendant le trimestre. Voilà, donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour mesurer le progrès. On utilise aussi un autre outil qui est le Agile Maturity Assessment, euh, tout simplement parce qu'on veut que notre transformation agile soit appliquée elle-même de manière agile. Donc, qu'est-ce que le Agile Maturity Assessment? C'est une évaluation sous forme de questionnaire où on va chercher à se situer par rapport aux best practices des sociétés les plus performantes. Aujourd'hui, des études montrent que, par exemple, les sociétés les plus performantes ont un psychological safety qui est très élevé. C'est-à-dire que les gens vont se sentir à l'aise dans leur entreprise en prenant la parole, en prenant certaines décisions, sans être blâmés ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on remarque sur les équipes les plus performantes. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire avec cet assessment-là, c'est de savoir exactement où on est à un moment donné. Donc, on fait ça une fois par trimestre. On a commencé par faire ça en commençant notre transformation. Et on va comme ça, petit à petit, tous les 3 mois, voir, d'après les résultats, adapter nos actions futures pour justement être de plus en plus dans l'agilité. J'ai mis en exemple un exemple tiré de notre questionnaire, donc très, très, très bref. C'est un peu plus, enfin, même cette question serait un peu plus détaillée. Donc là, par exemple, on a pris sur les 5 dynamics, pardon, sur les 5 dimensions, on a Squad Dynamics qui est un peu la dynamique des équipes, Product Development, Engineering Practices, Agile Process Mechanics et Psychological Safety. Donc on a choisi ces 5 dimensions. Et là, l'exemple se porte sur les process agiles. Donc là, on pose par exemple une question sur la rétrospective. Très simplement, avant de passer à essayer d'extraire de la valeur des cérémonies Scrum, par exemple, il faut d'abord s'assurer que la rétrospective, par exemple, ait bien lieu au sein des équipes.
Et donc, on pose cette question, comment se déroule la rétrospective dans votre équipe? Donc, on a cinq possibilités de réponse. Et au final, la réponse à toutes les questions qu'on pose va donner un index pardon, de 1 à 5 qui va juger un peu de notre maturité, euh, voilà, de notre agilité. Et on peut faire ça du coup par dimension. Ici, par exemple, si je réponds 1, c'est nous n'avons pas de rétrospective. En 2, nous avons nous tenons des rétrospectives, mais d'une manière irrégulière. Et voilà. Et donc petit à petit, on va vers quelque chose que nous on recherche, c'est-à-dire on va extraire de la valeur de cette rétrospective qui vont être avoir des actions d'amélioration du process qui sont donc priorisées et en fait, qui sont dans le backlog et qui sont priorisés. Et voilà, alors là, ce qu'on rajoute par exemple, est-ce qu'on a des rétros entre plusieurs équipes pour justement partager les best practices à l'intérieur même, au sein même de Yassir. Voilà, donc c'est ce qu'on utilise aussi. Donc ça, c'est pour mesurer notre progrès dans l'adoption ou plutôt dans cette transformation de l'agilité. Célébrer les réussites. Du coup, comme je disais tout à l'heure, à la fin de chaque quarter, donc là, vous avez des images des membres de l'équipe Yassir, que ce soit en Algérie, je vois, en France, en Tunisie. Voilà, donc c'est des moments de convivialité qu'on va aller chercher avec nos équipes à la fin de chaque trimestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, pourquoi on célèbre les réussites, et il n'y a pas vraiment d'échec quand on utilise les OKR. Ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment aller au-delà euh, du normal. On va aller chercher vraiment de la performance à tous les niveaux. Donc, on demande un challenge énorme. Donc, soit on arrive à atteindre ces objectifs, soit, et du coup, on va les célébrer, bien sûr, soit on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, et c'est pas grave parce qu'on va surtout apprendre de cette expérience-là pour justement le trimestre d'après pouvoir fournir, pouvoir juste être meilleur le trimestre d'après. Donc là, on célèbre les réussites, mais on célèbre surtout en réalité notre apprentissage au cours de. Voilà, donc on voit par exemple, il y a pas mal de personnes, il y a notre Head of Engineering à droite, on a notre directeur général en bas à gauche, donc Smaïl à gauche et Issam en haut à droite. Ouais, vous avez de Ayoub à la plage. Voilà. Donc je te laisse continuer Ayoub Ouais, avec la partie challenge. ouais, je vais juste aller un peu plus vite là pour Ouais, laisser rapport aux questions. Ouais, tu peux avancer. ouais, Donc le challenge. Alors, donc voilà, comme n'importe quel plan. Donc ce n'est jamais la vie en rose. Donc on savait qu'on allait s'attendre à un challenge, que tout ne va pas se passer comme vraiment c'était prévu. Donc, parmi les challenges qu'on a eu dans cette transformation, tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc c'était là, je reviens juste par rapport à la restructuration des équipes. Donc, on s'est dit que voilà la restructuration avec laquelle on va partir. Chaque squad dans son équipe, chaque squad a son périmètre et tout. Mais en réalité, on a ça en ce moment. Là, on voit bien que on n'arrive pas encore à avoir ces, ces, ces squads vraiment bien isolés. On est en train genre, d'essayer de les construire. Donc, on a parfois des postes, comme par exemple les PO, qui sont présents sur plusieurs squads. Parfois, les développeurs, vu la maturité des projets sur lesquels on travaillait, c'est pas facile, genre de retirer de certaines personnes de certains projets et de les mettre sur un autre ou les faire intervenir sur un autre projet parce qu'on s'est dit on va entamer les squads par fonctionnalité. Du coup, quand une squad prend une fonctionnalité, ça peut intervenir à différents projets de Yassir et sur lesquels ils n'ont pas forcément la connaissance nécessaire. Du coup, même notre software, notre logiciel actuel, il faut qu'il suive cette transformation. Il faut qu'il soit aussi agile que possible pour pouvoir le modifier facilement ou collaborer dessus facilement.
Ça, c'est une chose qu'on a du challenge dessus. Donc, c'est pas vraiment très optimal pour le moment, mais on essaie d'y arriver. Il y a un manque d'effectifs aussi, donc il y a certains postes qu'on n'en a pas assez. Par exemple, on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez de product owner pour assurer cette transformation et tout. Regarde, Désolé, c'est revenu? ouais, c'est bon. Donc voilà. Ouais, tu peux développer ça aussi. Donc voilà, en plus, le plus challengeant aussi, c'est d'assurer cette livraison, d'assurer la livraison en cours de transformation. Donc il y a énormément d'énergie qui est dépensée en ce moment par les équipes pour essayer d'être agile au lieu de pratiquer l'agilité parce qu'on n'en l'est pas encore. Donc on essaie vraiment d'être agile, mais aussi il faut maintenir nos livraisons, il faut maintenir nos mises à jour sur nos différents produits, la vision du business. Donc on peut pas genre prendre 3 mois comme ça, essayer d'être agile. Une fois qu'on est agile, on continue à livrer, donc ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est challengeant de maintenir ça. La réalité, elle est complètement différente de la théorie. Donc, ce qu'on a appris dans les formations, comment on se voyait les choses quand on fait face à la réalité, on a des obstacles et d'autres circonstances qui sont propres à l'entreprise et qu'on doit trouver un moyen comment les résoudre. Donc, c'est aussi important. La maturité des équipes vient doucement, donc ça prend du temps pour que tout le monde, même si on a fait les formations, mais ça prend du temps pour que tout le monde essaie d'être agile. Et les rythmes d'adoption sont différents d'une équipe à une autre. Donc, sur le côté global, si on voit, peut-être dans certaines équipes, ça peut marcher rapidement, mais sur le côté global, quand on voit au niveau de toute l'entreprise, où est-ce qu'on est en termes d'agilité, c'est pas vraiment très au top en ce moment. Donc, l'adoption est toujours graduelle par rapport aux différentes équipes. En plus, le dernier point, regarde, s'il te plaît. Non. Voilà, donc là, on se rend compte qu'il y a un certain manque d'accompagnement où on a besoin. Donc, les formations, c'est bien d'avoir les bases, mais aussi l'accompagnement au quotidien pour les équipes, ça, c'est très important parce que parfois, on se retrouve dans des situations où il faut trouver une solution rapide du problème. Genre, je sais pas, là, par exemple, on arrive à un début de sprint et on n'a pas le sprint déjà planifié, on n'a pas le sprint, on n'a pas les user stories qui sont déjà estimés. C'est normal qu'on fait face à ces problèmes. Il faudrait un accompagnement pour prendre les meilleures décisions, comment réagir en cas de cette situation. Oui, mais en même temps, donc il y a aussi du progrès qu'on a remarqué jusqu'à maintenant. Tu peux tout développer, regarde. Donc, on voit vraiment, donc là en ce moment, qu'il y a un meilleur alignement entre tout ce qui est business et tout ce qu'on a en ce moment. Donc, on sent que on arrive quand même à comprendre le business et on arrive quand même à donner des résultats de ce qui a été attendu. Pas autant prévu, c'est toujours un problème de livraison en continu, mais quand même, il y a une amélioration sur ce point-là. La meilleure adaptation au changement, donc notre business change de direction ou de priorité chaque jour, et là, on sent qu'on arrive à s'adapter. On corrige nos erreurs rapidement, donc ça, c'est déjà pas mal. La communication, elle est plus fluide entre les équipes, et les équipes se sentent valorisées et incluses, parce que là, quand on vient avec une fonctionnalité et qu'on parle à toute la squad, le product, le design et le engineering, tout le monde se sent inclus. Le engineering, à un certain moment, il recevait les fonctionnalités qu'à la fin et il commence à se développer. Mais là, on discute, on évoque toutes les scénarios, on écoute tous les avis par rapport à cette fonctionnalité. Du coup, tout le monde se sent inclus dans le process. On a une meilleure visibilité. Donc là, vu qu'on fait les démos, vu qu'on fait les sprints, les daily meetings et tout, vu qu'on a Jira où tout a été mis sur l'outil, peu importe, peut aller sur Jira, peut voir où elle est cette fonctionnalité, sur quelle équipe
quelle équipe travaille dessus, quels sont les soucis. Si on veut avoir plus de détails, on peut assister à n'importe quel daily meeting de chaque équipe. C'est ce qui donne facilement, ça donne de la visibilité à tout le monde. Et on a réussi à achever le challenge de croissance. Donc là, aujourd'hui, on est présent sur différents pays. Et on ne pouvait pas fonctionner de notre façon, de l'ancienne façon. Là, c'était très important d'avoir cette nouvelle façon de travail pour pouvoir collaborer avec différentes personnes dans différents pays. Voilà. Riyad, si tu peux terminer avec les Je enseignements. sais pas, ouais, je sais pas si ça se met à jour de votre côté. Oui, oui, c'est bon. Donc, C'est bon, c'est revenu? Ok. Ok, ouais. du coup, les enseignements qu'on a pu tirer jusqu'à présent, parce que comme je disais tout à l'heure, la transformation n'est pas finie, elle est loin de s'achever parce qu'il y a pas mal de choses à accomplir, c'est être à l'aise avec le changement. Pourquoi? La transformation, je vous disais, ne se fait pas en une seule fois, mais en succession de changements. Et il faut constamment s'adapter. Donc, il faut prendre l'adaptation comme, enfin, il faut prendre le changement comme étant la constance. Là-dessus aussi, les équipes ont été très réceptives aux changements proposés, car elles ont tout de suite vu que ça allait résoudre pas mal de leurs problèmes du quotidien. Donc ça, je pense que c'est l'une des clés de la réussite de notre transformation jusqu'à aujourd'hui. La bienveillance doit rester une priorité, parce que tout changement induit forcément un stress et du coup, dans notre transformation qui va inclure énormément de changements, on sait qu'on va créer pas mal de stress chez nos collaborateurs et du coup, il faut rester bienveillant et notamment surtout avec l'adoption de Scrum. Scrum, il faut savoir que l'un des premiers effets, c'est la mise en évidence de l'incapacité des équipes à délivrer. Donc ça peut être un choc quand on commence avec Scrum. Et du coup, faut pas blâmer les gens. Faut justement profiter des sessions proposées par la rétrospective, par exemple, pour améliorer le process et petit à petit arriver à être meilleur tous les jours. Une histoire de confiance. Trust the process. Alors, la confiance, la réussite de la transformation passe par celle de toutes les équipes. Euh, il faut donc se faire confiance sur l'atteinte des objectifs qu'on va avoir par trimestre, par exemple. L'équipe d'Ayoub, par exemple, va être plus rapide à adopter Scrum. Une autre équipe va être peut-être plus lente. Mais il faut faire confiance et se donner et se retrouver à la fin pour vérifier si on a atteint les objectifs. Un accompagnement en continu. Alors, on a pu avoir des formations à l'agilité en Algérie et ça a permis, euh, ça a permis, ou plutôt ça a facilité la compréhension et ça a donné une vision aussi sur l'adoption qu'on veut avoir de l'agilité. Et voilà, ça peut aider les personnes à comprendre ce qu'est d'être agile. Un changement à tous les niveaux. Il faut savoir que chez Yassir, il y avait déjà eu des tentatives d'adoption, par exemple, de Scrum, ou plus large encore, d'adoption de l'agilité, au sein des équipes, mais ça n'a pas vraiment abouti parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le support nécessaire. Et du coup, c'est pour ça qu'il est très important que le top management suive aussi. Et là, pour le coup, un remerciement du coup, à notre top management chez Yassir, que ce soit Nordin, Smaïl, voilà, et tous ceux qui poussent vraiment à ce changement-là, parce que si on y arrive, c'est aussi grâce à eux. L'outil seul ne résout pas le problème. On a parlé des outils tout à l'heure, alors que ce soit Jira ou un autre outil. Alors c'est pas Jira par exemple qui va vous permettre d'être agile parce qu'il propose d'organiser des sprints ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, l'outil va accompagner l'action de la transformation, mais en aucun cas seul il n'offrira cette transformation. Euh, la proximité physique est importante.
et ça, nous, on l'a expérimenté. On avait du mal au début à la communication et c'était forcément lié au fait que maintenant on est des hubs un peu partout dans le monde. Donc forcément, c'est des communications à distance, donc via des meets, voilà, des visioconférences. Et à un moment donné, on s'est dit non, stop, on va tous se retrouver. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, des images où on était en Tunisie. Et ça a permis d'enlever énormément de barrières. Donc voilà, il faut, tant que possible, essayer de se rencontrer un minimum de fois par an. Un dernier key learning, ce serait se fixer un objectif et mesurer son progrès. Voilà, tout simplement. C'est nous ce qu'on a fait, c'est on se fixe des objectifs tous les 3 mois et voilà, et on mesure notre progrès de transformation, par exemple. Voilà. Et du coup, à la fin des 3 mois, comme on l'a dit tout à l'heure, on célèbre et on vous propose du coup de venir célébrer justement avec nous les prochains challenges qui nous attendent. Donc, on recrute des développeurs, on recrute des Scrum Masters et on recrute des coachs agiles pour nous aider justement dans cette transformation pour aller plus vite. Alors, les challenges sont nombreux et voilà. Donc, on vous attend on a mis le lien job.lever.co/ISIR où vous allez trouver toutes nos job desks là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Riyad. Merci beaucoup, Ayoub, pour ce bon retour d'expérience. Vraiment, c'est normalement plus qu'une heure ou ce retour. Mais quand même, on a appris plein de choses. On a encore 2 minutes pour clôturer, on est serré un peu de temps. On a plein de questions. On pose 2 questions. C'est Madame Corso, et elle dit quels sont les problèmes que vous avez rencontrés avec les employés en déployant cette transformation agile? Ouais, je peux répondre. Donc là, elle précise bien les problèmes. En fait, oui, il y a eu, on va dire, une certaine résistance, mais c'était une résistance par rapport au changement. C'était pas une résistance pourquoi on est en train de faire ça. Genre, il y avait une certaine résistance qui disait que si jamais on fait ça, là au moins on délivre un peu. Donc peut-être que si on fait cette transformation, on pourra pas délivrer. Mais il fallait juste. Il y a un principe chez SIL qu'on dit disagree and commit. C'est d'accord de ne pas être d'accord avec tout le monde, mais si c'est la vision avec laquelle l'entreprise veut partir et on voit que la majorité il était d'accord pour ce changement, donc peut-être on n'est pas d'accord, mais il faut aussi mettre tout l'effort pour que ça réussisse. Et là, on peut pas dire là aujourd'hui qu'on a réussi, mais c'est toujours en cours de progression. Après, est-ce qu'il y a eu des changements de poste et tout? Heureusement, on avait toutes les postes nécessaires, donc on avait le product, le design et l'engineering, les Scrum Masters, on en a déjà abordé. On s'est rendu compte qu'on a besoin de plus de recrutement pour assurer cette transformation. Élimination de postes, non, on n'a pas eu des postes à éliminer. Ça peut différer d'une entreprise à une autre, mais dans de nôtres, on n'a pas eu à clôturer. Au contraire, on a ouvert d'autres postes. On cherche à recruter, oui. Faut le rappeler. Ouais. Très bien. Merci, Ayoub. Deuxième question de Menia Bahri. Je suis dans le secteur pharmaceutique et je me demande est-ce que cette organisation agile peut être adoptée à d'autres secteurs que le système d'information? Alors, oui, vas-y. Vas-y, Ria. Non, vas-y. Certains principes agiles sont nés directement dans des usines de montage de voitures. Donc, qui n'avaient au départ rien à voir avec l'informatique ou le développement de produits digitaux. Donc, je pense que à une certaine mesure, je pense que oui. Après, voilà, il faut vraiment voir le contexte. Ça sera forcément différent, mais je pense que tout est possible. Donc, voilà. Et pour ajouter à Riyad, oui, effectivement, pour ma connaissance, le management agile, s'il peut implanter dans plusieurs secteurs,
pas uniquement dans la IT, même dans d'autres domaines comme les ressources humaines. On a vu ce matin un workshop sur l'agility dans le secteur de ressources humaines, comment fonctionnent les équipes ou la fonction RH au mode agile. Alors, merci beaucoup, Monsieur Riyad, merci beaucoup, Monsieur Ayoub. Vraiment, c'est très intéressant. Merci pour votre partage et merci à Yasser. Et on vous donne à d'autres conférences et à d'autres sessions d'ici 1 minute plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le Au monde. revoir. Au revoir.